va essayer de les rattraper. Ouais. Eh ben, bienvenue à tous. Merci pour pour être nombreux à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons la co-animer donc avec Julie. Moi, je suis Fabrice Vergerot et je suis avant-vente chez Ededoc. Julie, je te laisse te présenter pour ceux qui n'étaient pas là quand tu as pris le micro tout à l'heure. Bon, voilà. Ok, merci Fabrice. Donc effectivement, je suis Julie Lebas, responsable d'affaires chez IVLM. Et donc, je co-anime du coup avec Fabrice ce webinaire sur l'obligation de passer à la facture électronique d'ici peu. Effectivement, Julie, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, j'étais en train d'enlever le point d'interrogation. Il n'y a pas d'interrogation à avoir. La facture électronique sera obligatoire et ce que l'on va aborder pendant cette petite heure, ce sont les enjeux et comment ça va se passer pour les entreprises. On verra que ça ne concerne pas forcément que les entreprises, mais le sujet est la facture inter-entreprise. Julie, je te laisse présenter IVLM, qui est un Oui. des gros distributeurs de la solution. Tout à fait. Donc très rapidement, puisque effectivement c'est pas le sujet tout de suite, mais en attendant, IVLM, donc on est une société spécialisée dans l'intégration de solutions de gestion via les éditeurs principaux en France qui sont Sage et Cegid. Et on est également créateur de la solution EDDoc, qui permet du coup de vous accompagner dans la transformation digitale de votre structure. Bien entendu, EDDoc permet la dématérialisation et l'envoi de la facture électronique. Donc, nous serons évidemment compatibles avec les futures règles. Mais on permet aussi de faire la dématérialisation de vos factures fournisseurs, de l'envoi de notes de frais dématérialisées, un portail de relance client aussi. Donc, on est vraiment une plateforme collaborative et qui permet de digitaliser pas mal de process d'entreprise. Donc là, aujourd'hui, nous, notre but, Fabrice, tu peux appuyer sur la slide par contre pour faire apparaître les petits. Voilà, merci. Les Donc, petits hexagones. Voilà. ouais, tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, notre but, c'est pas de vous présenter vraiment une offre ou des docs qui va répondre évidemment à cette partie-là, mais vraiment de vous donner les armes pour anticiper cette obligation de passer à la facture électronique et donc parler généralité. Alors, d'ailleurs, on va peut-être commencer par une petite chose. Si vous pouviez, dans les questions, moi j'ai une question à poser, vous pouvez en poser, n'hésitez pas, comme je mettais dans le chat. Est-ce que qui a déjà entendu parler de cette réforme par, je veux dire peut-être par son expert comptable, sa banque, son prestataire, enfin, diverses choses. Voilà. C'est juste pour prendre une idée avec Julie de, l'impact que ça peut avoir de ce côté-là. Donc, je vous laisse répondre et voilà. Nous, on va commencer la présentation, mais n'hésitez pas à poser aussi les questions. On fera une petite pause, Julie, comme d'habitude, parce que quand on répond complètement à la fin, parfois, ça ne fluidifie pas la compréhension de la réforme. Ce qu'on va essayer de faire en une heure, et je ne vous cache pas qu'il va falloir qu'on aille assez vite, c'est de parler du contexte général, du contexte légal, des différents acteurs impliqués dans cette réforme, les différents schémas d'échange. On verra qu'il y a quand même un gros impact sur votre organisation. Les formats, on ira très vite, et aussi un peu les enjeux pour vous. Par ailleurs, le support est d'ores et déjà téléchargeable en PDF pour que vous puissiez éventuellement prendre des annotations, des choses comme ça. Alors, cette réforme, c'est probablement une des plus grosses réformes pour les entreprises depuis plus de 20 ans, parce qu'elle va complètement changer la façon de travailler. Elle va changer la relation entre les entreprises et leurs clients, mais elle va aussi changer la relation entre les entreprises et l'État. Ça va un petit peu, j'allais dire, bouleverser
certains acquis qu'on avait depuis bien longtemps. Mais on va pas s'affoler parce qu'elle est plutôt bien pensée, et je dirais même très bien pensée. Et puis on a déjà fait pas mal de choses au fil du temps. Vous vous souvenez qu'en 2013, on est passé à l'alias fiscal complètement électronique. 2017, sur la partie sociale, alors qu'on va plutôt parler fiscal aujourd'hui, la déclaration sociale nominative, et je fais ce parallèle parce qu'on verra que globalement, il y a quand même dans la philosophie des choses qui sont assez proches. 2019, ça s'est fini par le prélèvement à la source. Et puis 2020, l'obligation, il y a peut-être des gens qui d'ores et déjà ont l'obligation de travailler sur le portail Chorus Pro puisqu'ils sont fournisseurs de la sphère publique. Je veux dire, c'est un peu le mix, même si ça peut paraître, j'allais dire, c'est l'image qui vaut, même si ça peut paraître un peu éloigné, c'est le mix entre la déclaration sociale nominative, qui est quand même un traitement en temps réel des données, et le Chorus Pro, et on verra que Chorus Pro a de ce côté-là une importance prépondérante. Donc les gens qui ont l'habitude du portail Chorus Pro vont voir rapidement les enjeux de cette réforme. Je vous la remets un peu dans le contexte et j'ai les points qu'on aborde sont ceux que la DGFiP, qui pilote le projet, a énoncé dès le début. On va pas se voiler la face. Le but de cette réforme, qui est pour le coup l'application d'une directive européenne, c'est de lutter contre j'ai mis la fraude à la TVA, on va mettre les fraudes à la TVA, parce qu'en l'espèce, l'imagination est au pouvoir. Grosso modo, les chiffres, on a tous 12, il y en a qui disent 20. Enfin bon. Mais en cette période électorale, on peut comprendre que les chiffres sont parfois un peu différents. La source, moi, je l'ai prise au ministère de l'économie. On va estimer, mais ça nous donne un métrique de ce côté-là. Le deuxième point qui est important, c'est baisser les coûts de gestion et déclaratifs, et en particulier pour la TVA, puisque au même titre que la DSN, on va remplir en temps réel et en continu nos déclarations de TVA. Donc une fois que tout le monde sera rentré dans le système, on pourra considérer globalement que la déclaration de TVA sera un peu comme notre déclaration de revenus en termes de particulier, sera quand même déjà bien pré-remplie en automatique. Le troisième point, et là on est au cœur des entreprises, c'est harmoniser, faciliter les échanges interentreprises. Vous êtes beaucoup de PME aujourd'hui. Pour certains, on vous connaît très très bien, et on sait que les échanges interentreprises peuvent se complexifier selon les marchés qu'on adresse. Il y en a forcément parmi vous qui ont eu un client qui leur a demandé de déposer sur une plateforme, qui leur a demandé un format spécifique ou un type de facture particulier. Chacun y allant de toute sa créativité, et au final, je pourrais, dans l'absolu, dire que j'ai autant de formats de facture que de clients, ce qui ne facilite pas mes échanges. Donc tout ça, ça va être structuré, harmonisé, de façon à optimiser ces échanges-là. Et puis le dernier point, les périodes d'instabilité qu'on connaît globalement, ça va permettre à l'État de disposer d'informations en temps réel, d'informations macroéconomiques, puisque si j'ai des TVA et des données en direct, je peux être plus réactif et distinguer où je veux apporter mes aides de ce côté-là. Alors, les points importants, je vous ai mis les références aux textes de loi, qui peuvent être des décrets, des ordonnances ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a mis le support pour que vous puissiez les consulter un peu plus dans le détail, parce que le but étant pas dans le détail. Vous êtes là plus de 50 présents. Ça vous concerne tous et tous à partir du 1er juillet 2024. Vous devrez être en capacité d'accepter les factures électroniques dans vos échanges. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, on ne pouvait pas refuser une facture électronique, c'est faux. Il n'y a jamais eu le décret. Donc là, maintenant, le décret est paru. Donc, 1er juillet 2024, toutes les entreprises, en clair, ceux qui ont un sirène, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques et ne pourront plus les refuser.
Donc ça, c'est le premier point, et j'insiste dessus, c'est au 1er juillet 2024. Parce que le deuxième point, c'est qu'au 1er juillet 2024, les grandes entreprises, elles ont l'obligation d'émettre. Donc c'est quand même légitime que si d'un côté certains sont obligés d'émettre, ça veut dire que tout le monde est obligé d'être en capacité de recevoir. Et globalement, vous êtes tous clients d'une entreprise qui, au 1er juillet, rentre dans ce cadre-là. Ça peut être votre fournisseur de télécommunications, votre fournisseur d'énergie, un grossiste. On est tous quelque part clients d'une grande entreprise. Donc au 1er juillet, il faut que je puisse recevoir ces factures-là. Il faut surtout que mon fournisseur soit en capacité de me les distribuer. Et puis le calendrier peut vous rappeler, pour ceux qui ont travaillé avec Chorus, 6 mois plus tard, ce sont les ETI. Je crois que j'ai mis comment on caractérise grande entreprise ETI, mais c'est la même loi qu'on avait pour le Chorus, enfin la même distinction. Et au 1er janvier 2026, tout le monde ne pourra pas émettre autrement qu'en électronique ses factures en B2B. Et ben voilà, Julie, j'ai fini. La réforme est finie. Ok, super, on a respecté l'heure. Merci à tous. Alors, vous allez me dire, le 1er juillet 2024, comment je vais faire? Parce que au 1er juillet 2024, l'obligation de recevoir des factures, il faut savoir que vous ne pourrez plus les recevoir dans votre boîte mail. Ce sera forcément sur une plateforme dédiée, et vous devrez déclarer votre plateforme de dire je reçois, et on verra un petit peu plus tard dans l'exposé quels sont les choix qui vont se proposer à vous. Voilà où EDF doit déposer ma facture. Donc prenez-le tout de suite pour un très gros avantage, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin de récupérer ma facture d'énergie, il faut que j'aille sur l'espace de mon fournisseur, ma facture télécom sur l'espace de mon fournisseur. In fine, j'ai autant d'espace que de fournisseurs. Bientôt, ça veut dire des logins, des mots de passe, je ne sais plus où ça en est. Maintenant, c'est vous qui direz dans quel espace vous me le déposez. Donc retenez, plus de mail pour recevoir les factures. Les factures que vous recevront par mail n'auront pas de valeur fiscale à ce moment-là. Elles devront être déposées dans votre espace à vous. Vous aurez en clair tout votre compte à fournisseur dans le même espace à terme, puisque à partir du 1er janvier 2026, il y aura toutes les factures dedans. Donc pour pas que vous soyez embêtés, et pour que cet espace soit connu de toute personne susceptible de vous envoyer une facture, il y aura un annuaire global dans lequel vous déclarerez l'endroit où vous attendez vos factures. Ça veut dire que demain, si vous changez d'endroit, vous n'aurez qu'un endroit à changer dans l'annuaire. Et ça, c'est extrêmement pratique. Pour que ces échanges, se fassent simplement et de la valeur ajoutée, on verra dans les traitements, et puisse être, j'allais dire, traité aussi bien par l'humain en visuel que par les machines. On va utiliser des formats hybrides. On verra un petit peu quels sont ces formats. Donc, vous ne pourrez plus émettre un simple PDF. Il faudra que ce soit un PDF qui ait un certain nombre de particularités. Et puis le cinquième point, alors je vous le dis, celui-ci, il arrivera pas dès le 1er juillet 2024, parce que, à mon avis, il est pas facile à gérer. Et celui-ci, pour le coup, en l'état, on voit plutôt nous compliquer un peu les choses à mettre en place. Mais la DGFiP et l'AIFE, qui est l'agence qui s'occupe de l'informatique de l'État, est en train de faire des propositions. C'est la gestion des statuts des factures émises et reçues. En clair, vous devrez en temps réel dire si vous avez envoyé une facture, reçu une facture, rejeté une facture, accepté une facture, encaissé une facture. On verra les quelques statuts qu'on a dedans, mais ce point est important sur la gestion des statuts, parce que ça va nous donner des informations en temps réel, mais ça nous apporte peut-être quelques contraintes. Une fois que j'ai dit ça, on se dit, on va peut-être un peu, ça va pas être facile à mettre en place, on n'y arrivera pas. En vert, c'est tous ceux qu'on déjà mis en place. Ce qu'on appelle plus globalement au niveau international le contrôle transactionnel continu. C'est-à-dire que on va prendre le Venezuela par exemple, ça fait déjà 5 ans, je crois,
que le Venezuela fait sa déclaration de TVA en temps réel. Voilà. Plus proche de nous, vous voyez, la Grèce, l'Espagne, le Portugal peut passer en vert parce que ça y est, ils viennent d'y passer. Donc tout ça sont des pays qui ont mis en place le contrôle des transactions interentreprises en temps réel. Certaines sont allées beaucoup moins loin que se propose de faire la France, c'est-à-dire qu'ils n'ont mis que la déclaration de TVA et pas le transfert de facture. La tendance, c'est pour les pays qui sont en cours, c'est de gérer le global, la facture et le reporting de TVA. Alors, je ne sais pas si on a déjà eu la question, mais souvent on nous demande quand est-ce que ça va se faire. Est-ce que ce sera pas repoussé? Ça a déjà été repoussé une fois de 18 mois. Il y avait un gros forum mardi à Paris où il y avait la direction des impôts. Il n'y aura pas de report supplémentaire parce que c'était déjà pas facile à négocier avec l'Europe, donc il n'y aura pas de report. Donc 1er juillet 2024, vous voyez l'ordonnance du 15 septembre 2021 a repoussé les 18 mois. Donc, par ordonnance, le gouvernement a fait ça. L'obligation d'émettre, c'est ce qu'on voyait. Il a été précisé dans cette ordonnance un point de loi qui a mis à jour une loi de 2013. Les factures électroniques devront être signées avec une signature avancée au sens du règlement EIDAS. Je vous précise d'ores et déjà que c'est une obligation dès lors que vous envoyez une facture en PDF à une entreprise. Si vous voulez vous exonérer de la piste d'audit fiable continue, il faut absolument fiscalement que la facture soit signée. Voilà. Donc d'ores et déjà, on a dit qu'on ne parlerait pas produit, mais j'insiste dessus parce que cette loi en plus précisait les amendes en cas de non-respect des obligations sur la facture électronique. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de contrôle puisqu'il y a de plus en plus de fraude sur ce genre de choses. En clair, un PDF dans un simple mail, c'est pas une facture électronique au sens, c'est pas une facture même au sens de la fiscalité. Donc des amendes pour les émetteurs et les plateformes. Puis bon, la création des opérateurs de dématérialisation, on verra un peu plus tard à quoi correspond un opérateur de dématérialisation. Donc je vous ai juste remis ce que c'était qu'une facture électronique. Aujourd'hui, à minimum, c'est un document PDF avec des données qui peuvent être associées. Ces données sont structurées ou pas pour l'instant, mais c'est le minimum actuellement qui est issu du décret de 2013, signé électroniquement. La signature sert à deux choses essentielles et qui concernent l'administration fiscale, mais qui concernent aussi le destinataire de la facture, c'est garantir l'origine, qui a émis la facture. Est-ce que c'est bien un tiers que je connais et non une arnaque? Et la deuxième chose, l'intégrité. Est-ce que pendant le transport, la facture n'aurait pas été modifiée? On peut imaginer qu'un montant pourrait être modifié, mais aussi un RIB ou des choses comme ça. Donc c'est cette signature qui scelle le document et qui donne ces informations-là. On rappelle aussi qu'au niveau fiscal, une facture doit être archivée dans son format d'origine. Donc en théorie, une facture électronique, pour le coup, elle est forcément archivée numériquement. Une facture papier devrait être archivée en papier. Il y a une dérogation. Sous certaines conditions, on peut la mettre, on peut la dématérialiser. En gros, Fabrice, on peut aujourd'hui, on peut se dire qu'une facture PDF qui sort d'un logiciel de gestion quel qu'il soit, c'est pas une facture électronique. Non. Enfin, moi personnellement, pourtant, j'ai rencontré En beaucoup de logiciels. interentreprise, ce n'est pas une facture électronique, donc pas recevable normalement fiscalement. Ok, merci. Alors, les conséquences. Et après, je pense qu'on fera une pause réponse rapidement. Les conséquences immédiates pour vous, vous ne pourrez plus transmettre directement vos factures à vos clients. Vous devrez obligatoirement passer par une plateforme.
Comme il n'y a plus d'adresse mail, et comment va-t-on faire pour repérer les destinataires? C'est le SIRET qui devient la clé du système d'échange. Ça veut dire que toutes vos factures devront comporter le SIRET du destinataire. Et c'est avec ce SIRET-là qu'en allant dans l'annuaire, on pourra identifier, enfin, les plateformes pourront identifier où déposer la facture. Pas de SIRET, pas de dépôt, pas de dépôt, pas de facture. Voilà. Toutes les données sont transmises par, alors le PPF, c'est la plateforme publique de facturation. Toutes les données sont obligatoirement transmises en direct à la plateforme publique qui les envoie à la DGFiP. En clair, j'ai mis une facture tout à l'heure en électronique. Dans l'après-midi, la TVA que je vais, j'allais dire, percevoir à terme, la DGFiP sera au courant, facture par facture. C'est pour ça qu'en fait, on travaille avec un format structuré de façon à ce qu'on puisse extraire rapidement et de façon extrêmement fiable et sûre l'ensemble de ces informations. Et puis, je vous le disais, le portail public de facturation, alors j'ai mis devient l'interlocuteur unique. On va pas se faire d'illusions, hein, je faisais le parallèle avec la déclaration d'impôt des particuliers. Il y a quelques retouches qui peuvent être à amener dessus, mais le gros sera fait de ce côté-là. On va jeter un œil, Christelle, Julie, pardon, sur les questions. S'il y a des questions, Oui, tout à fait. Il y a des questions notamment concernant effectivement les échanges avec les particuliers, les échanges à l'étranger, les échanges en général avec les structures qui n'ont pas de SIRET. alors, les premières parties, j'y réponds un tout petit peu après quand on aura avancé sur cette Ok. partie-là, mais on y reviendra parce qu'il faudrait coche pour y revenir. Alors, les structures qui n'ont pas de SIRET. En fait, globalement, sauf erreur de ma part, même une association a un SIRET. Hein. Un auto-entrepreneur a un SIRET, donc les seuls qui n'ont pas qu'on facture et qui n'ont pas de SIRET aujourd'hui sont les particuliers. Alors vous allez me dire, une association, la TVA, c'est complètement différent. Oui, mais ils rentrent complètement dans le système. Hein. Les associations, dès lors qu'elles reçoivent des factures de professionnels, devront rentrer dans le système, la réforme. Il en va de même pour les gens qui sont en franchise en base, qui sont eux aussi les assujettis, bien que ils soient pas redevables, mais les gens qui sont en franchise de TVA rentrent aussi dans ce cadre-là. Je vois une autre question pour préciser la notion de facture électronique. C'est vrai que c'est important peut-être de ce côté-là. Euh, le, la, la partie, une facture électronique aujourd'hui, c'est à minimum un PDF. Je vais juste dire, dans le cas des PME, signé électroniquement. Alors pourquoi? Parce que vous pourriez faire une piste d'audit fiable et encore que bon, c'est assez lourd à tenir, à mettre en place, qui pourrait, dans certains cas, vous exonérer de la signature électronique, mais c'est aujourd'hui à minimum un PDF signé électroniquement, et aujourd'hui on les envoie par mail ou on les dépose dans un espace. Voilà. La facture électronique, c'est ça. Donc quelque chose qui a été créé directement à partir de votre machine, de votre logiciel de facturation. On va continuer. On n'oubliera pas les questions qui restent, mais on va avancer parce que il y a certaines réponses qui vont arriver au fil de l'an. Il y aura de toute façon une séance de questions-réponses aussi Oui, à la fin, tout à fait. effectivement. Allez. Alors j'ai essayé, on a essayé parce on fait beaucoup de présentations, on a essayé de vous le simplifier au maximum le schéma
le schéma qui a été choisi par la France pour appliquer cette réforme. Déjà, on va expliquer, on va détailler, enfin, on va dire ce que sont les acronymes. PDP signifie plateforme de dématérialisation partenaire. En clair, ce sont des opérateurs privés qui vont être immatriculés par les impôts pour pouvoir être des intermédiaires potentiels des entreprises. La plus importante des plateformes, c'est la PPF, qui est le portail public de facturation. Globalement, si on veut schématiser, c'est un chorus pour toutes vos factures et qui sera, in fine, aussi une plateforme de dématérialisation, comme on va le voir. Donc, Et qu'est-ce là, qui se passe Fabrice, dans je mon... sens que ceux qui utilisent Chorus sont tombés à la renverse. Ça dépend. Euh, Ah, il paraît qu'il n'est pas hyper orienté utilisateur, hein. C'est un peu les retours que j'ai assez alors, constants, hein. voilà, c'est pour ça qu'il a été créé. Dans cette réforme, on va voir On a d'ailleurs une confirmation dans le chat, hein. Horrible à gérer, Chorus, horrible à un gérer. Je confirme. intermédiateur. Alors après, Voilà. il faut voir si c'est ça a amené pas mal de choses. Mais voilà. Alors, euh, on va prendre notre schéma et on va essayer de l'expliquer. On y va. Ici, je suis fournisseur. Je ne me suis pas relu. Je suis fournisseur et je veux émettre une facture. Donc je vous ai dit, j'ai plus le droit de l'envoyer par mail et on retient comment dire, des obligations, c'est de passer par une plateforme. Donc j'ai le choix, si je suis fournisseur 2, j'ai fait le choix de distribuer ma facture via le portail public. Donc je dépose toutes mes factures clients dans le portail public. Et une fois que j'ai fait ça, globalement, j'ai quasi fait tout ce que j'avais à faire dans un premier temps. Donc, mes factures, au lieu de les imprimer, de les mettre dans une enveloppe, au lieu de les envoyer par mail, au lieu de regarder si c'est la plateforme publique ou si je dois les envoyer à Chorus, je pose tout sur la plateforme publique. Et c'est la plateforme publique qui, en lisant les sirettes de mes clients, sait ce qu'elle doit en faire. Mon destinataire peut être le client 2 qui lui a fait le choix de récupérer ses factures sur le portail public, mais peut être le client 1 qui, lui, travaille, on verra quels peuvent être les intérêts, travaille avec une plateforme de dématérialisation privée parce qu'il attend des services complémentaires. Mais globalement, pour vous, fournisseurs, cette plateforme publique, cette plateforme de dématérialisation, la DP2, pardon, vous ne la connaissez pas. C'est l'annuaire qui connaît cette plateforme-là et qui est de la responsabilité de votre client. Donc, vous voyez que ça devient complètement transparent pour vous. Vu de ce côté-là, ça simplifie énormément les choses. Pour ceux qui disaient Chorus, c'est horrible, alors peut-être que alors ça dépend pour qui, ça dépend quelles sont les raisons de cette vision de Chorus. C'est vrai que si vous devez déposer 300 factures chez Chorus, c'est pas rigolo. Donc c'est pour ça qu'il existe déjà, hein, et Julie pourra vous en parler, mais il y a des offres chez IBM pour déposer en masse chez Chorus. Sont globalement des opérateurs de dématérialisation qui permettent de faire de la massification. Donc c'est de l'intermédiation, on va dire. On prend la masse et on demande de tout déposer chez Chorus. Et là, pour la plateforme publique, si vous voulez travailler avec elle, il y aura aussi cette possibilité de passer par un opérateur de dématérialisation qui déposera en masse sur la plateforme pour vous éviter des longues heures de rentrer vos mots de passe, vos logins. Voilà. Et puis avec une Euh, interface utilisateur peut-être un peu mieux pensée aussi. alors, autre cas, vous êtes fournisseur. Un autre fournisseur, c'est mon premier fournisseur. Lui, pour plein de raisons, il a fait le choix d'une plateforme de dématérialisation partenaire. C'est un très bon choix, selon moi. Et il demande à sa plateforme de s'occuper de la distribution. La plateforme partenaire, vous voyez, elle va interroger l'annuaire et elle va demander où faut envoyer. Soit il envoie au client 2 et il dépose sur la plateforme publique de facturation, mais son client 1, lui,
il a une plateforme partenaire lui aussi pour recevoir ses factures. Et vous voyez là, je peux échanger un flux de documents, juste la facture. Par contre, le flux de TVA, je vais l'appeler comme ça, hein, mais dans la loi, il s'appelle flux de reporting ou flux 1. Ma plateforme va s'occuper d'envoyer le flux qui va servir à générer ma déclaration de TVA. Donc ça, c'est le seul cas où il y a de l'échange, on va dire plus ou moins direct uniquement du document. Mais vous voyez que la plateforme 1 peut déposer sur la PPF du client 2 qui attend toujours sur la PPF, sur le PPF. Donc tous les circuits sont prévus de ce côté-là. Donc c'est extrêmement simple parce que tout le monde va parler à peu près le même langage. Le seul langage qui n'est pas vraiment défini par la loi, c'est entre les plateformes qui devront se mettre d'accord comment elles communiquent, mais ça, c'est un problème de droit privé. Voilà. Alors j'espère que ce schéma simple, je l'ai mis un schéma très simplifié pour une première initiation. Donc en quelques mots, si je veux résumer ce qu'on a dit et ce que vous retrouverez dans le PDF, le fournisseur dépose une facture X, on devrait le mettre entre guillemets, c'est ce fameux PDF qui contient l'ensemble des données et qui est structuré sur la plateforme que lui a choisi. Donc c'est vous, en tant qu'émetteur de la facture, qui choisissez votre plateforme, portail public ou plateforme de dématérialisation. La plateforme connaît le choix du destinataire et met à ce moment-là à disposition du destinataire la facture. La plateforme du fournisseur, que ce soit le portail public ou sa plateforme, transmet les données déclaratives. Et puis les plateformes s'échangent, on l'a dit, et ça c'est le volet sur lequel on a le moins de visibilité, vont s'échanger les statuts. Alors, on va pas passer beaucoup de temps. Je vous ai un peu plus détaillé, vous pourrez les regarder sur le PDF. Je vous ai un peu plus détaillé les différents types d'échanges. Celui-ci, il fait mal à la tête. Vous voyez, il y a des flux qui s'échangent de partout. Mais si on veut pas partir avec des mots de tête juste avant le week-end, on va pas les regarder en détail. Mais sachez que retenez que le portail public, c'est lui qui détient l'annuaire, même s'il sera synchronisé avec les plateformes, que c'est l'interlocuteur de la DGFiP et que vous êtes totalement libre de choisir les plateformes où vous voulez recevoir vos factures et libre de choisir comment vous voulez les émettre. À l'écosystème de se mettre d'accord après et d'échanger tout ça. On va peut-être faire une petite pause question. Alors. Oui, effectivement, parce que il y a quand même des questions qui reviennent, Fabrice. On n'a pas dû être très clair sur la partie particulier ou voilà, vraiment, j'ai beaucoup de questions, de demandes sur voilà, des échanges avec les particuliers. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, c'est vrai qu'on a commencé cette présentation en disant qu'on va s'occuper de la réforme B2B, mais c'est vrai que plus globalement, et la remarque, on va le dire, hein, on l'a à chaque présentation, Julie, Oui, c'est vrai. elle concerne aussi les relations avec le particulier. Le résultat sera exactement le même, mais les moyens d'y arriver vont être un peu différents. On l'a dit pour la facture entre entreprises, c'est du continu et c'est du temps réel. J'émets une facture, je passe par le portail, facture par facture, je vais avoir ma déclaration qui va s'incrémenter. On va bien imaginer que si vous vendez à des particuliers des factures de 4 euros, je suis pas sûr que ça intéresse l'État. Donc, ce flux 1, ce qu'on appelle le flux de reporting, ce sera un flux, on va dire une concaténation de vos opérations. Je vais essayer de donner 2 exemples. Vous êtes restaurateur. Donc, bien entendu, vous faites tous les midis et tous les soirs des tickets de caisse. Vous êtes redevable de cette TVA qui ne sera pas récupérée par le particulier.
Vous n'allez pas envoyer ticket de caisse par ticket de caisse. Donc, dans votre X de caisse, euh, il générera un flux. On est pour l'instant, on ne connaît pas encore tout à fait la fréquence. On sera entre 5 et 10 jours peut-être, qui concaténera l'ensemble de vos bulletins, de vos tickets de caisse. Donc, qui permettra de faire la partie d'exigibilité de la TVA. Vous remarquerez que par contre, la partie récupération va se faire automatiquement à partir du 1er juillet 2024, puisque vous aurez reçu vos factures de fournisseurs sur votre plateforme. Après se pose un deuxième sujet. Vous êtes, on va prendre une plateforme de matériaux. Vous êtes plateforme de matériaux et plateforme de matériaux, vous avez aussi bien des artisans qui sont vos clients, donc qui sont susceptibles de récupérer la TVA et qui ont un numéro de SIRET, donc qui passe dans le cas dont on parle depuis le début. Chaque facture que vous fera vos artisans, si tant est qu'ils veulent récupérer la TVA, hein, enfin de toute manière vous aurez cette obligation, passeront dans le système au fil de l'eau. Et puis vous avez les particuliers, et là on retombe dans le cas du restaurant, pour lesquels vous devrez générer un flux périodique. Donc ça veut dire qu'il faudra faire la distinction, souvent on l'a déjà faite, hein, il faudra peut-être encore un peu l'améliorer, client particulier et client professionnel. Alors à la limite ça va aller assez vite, hein, si on va par là. Client particulier et client professionnel il a un SIRET, client pas professionnel il n'a pas de SIRET. Voilà. Donc on va voir dans la fiche client et probablement que ça nous donnera déjà une indication forte. Mais ça veut dire que globalement, et là j'anticipe un peu sur la fin, pensez d'ores et déjà aujourd'hui que les bases sans SIRET, non sirétisées ou mal sirétisées, deviendront inutilisables dans ce système-là. Donc il y a un travail de fond à faire. Et là, je peux vous dire que 2024, ça peut paraître très long, très proche, pardon. Je vais aussi juste faire une autre réponse que je vois pour parce qu'on n'a pas la réponse très précise. Julie, Mmh. je crois que j'ai vu tout à l'heure passer une question sur les notes de frais. Oui, je confirme. Je la revois plus, mais je lis tout de suite. Si, si, Les notes de frais font ouais. partie des cas qui ne sont pas encore définis par la DGFiP, la façon de le traiter. On sait que c'est qu'il faudra le traiter. Enfin, on sait, je suis pas sûr, je suis peut-être, je suis sûr ou pas, je suis pas de la DGFiP, mais ça fait partie des travaux qui arrivent sur le trimestre à venir. Voilà. Mais c'est vrai que typiquement, une note de frais, on s'aperçoit que la TVA peut devenir extrêmement complexe dès lors qu'on veut l'automatiser. Je ne sais J'ai pas une s'il y a... question qui revient aussi sur Oui. les échanges avec l'étranger, UE ou hors UE. Alors, c'est une très bonne question. On a dit que c'était le numéro de SIRET, ça peut être aussi l'intracom qui peut servir. Donc cette partie-là passera par le portail, forcément. Euh, et il y a même les factures que vous recevrez, et puisque de toute manière, on l'a vu tout à l'heure, hein, tout le monde n'est pas prêt, on va prendre un cas, vous recevez une facture, alors je vais dire l'Italie, c'est un peu spécial pour l'Italie pour l'instant, une facture qui arriverait des États-Unis. Si elle n'est pas passée en déclaration douanière, vous devrez, vous, alors que là vous êtes destinataire, c'est vous qui aurez la contrainte de la remettre dans le système, au moins son flux de reporting. Euh, donc, et si c'est un pays hors UE, alors j'ai vu passer des choses mardi sur cette partie-là. Je vois qu'il y a une question pour les pays hors UE. J'essaierai d'apporter la réponse précise en m'appuyant sur les informations que j'ai pu avoir mardi dessus. Je pense qu'on va avancer pour l'instant. Ah si, alors je vais te donner, j'envoie une autre qu'on a souvent, donc on va la prendre. Euh, il y a un monsieur, je vous remercie de votre question, la déclaration de TVA sur la débit, ok, mais quid de la TVA sur les encaissements? Euh, c'est une très bonne question.
Et c'est d'ailleurs ce à quoi sert effectivement le, la gestion des statuts. Elles vont servir à alimenter la TVA sur les encaissements. Puisque dans les statuts, on le verra un petit peu plus loin, hein, on va essayer d'accélérer, mais on le verra un petit peu plus loin. Dans les statuts, il y a facture encaissée. Et c'est ce qui déclenchera aujourd'hui le calcul pour la TVA sur les encaissements. Je pense que les machines vont quand même s'arracher un peu les cheveux, je vous le dis. Voilà, mais ce sera le moyen. Mais c'est effectivement là l'émetteur du paiement qui sera générateur de ce statut-là. Alors, il y a quelques autres questions, mais on va y répondre dans l'exposé. On continue, Julie? Ou tu veux faire une pause? Non, non, on peut continuer. Oh, je te Je propose une regarde, pause je fais café, moi. non, non, je fais des réponses un peu par écrit en parallèle aussi. Je te Euh, remercie. et je prends les autres questions qui arrivent pour les traiter à la fin. Il faudrait effectivement qu'on avance un peu, Fabrice, parce que on a J'accélère. encore pas mal de choses à voir. Voilà. Les acteurs. Donc, on l'a dit, obligation d'accepter au 1er juillet, obligation de recevoir au plus tard pour tout le monde au 1er janvier 2026, 1er juillet 2024 pour la réception, soit via la plateforme publique, soit via la plateforme partenaire. Et on répond tout à l'heure comment on choisit et quel est l'intérêt d'avoir des plateformes partenaires. Le portail public de facturation, on n'oublie pas, il est déjà l'opérateur, la seule offre disponible sur le marché, enfin, potentiellement pour l'instant, puisque les plateformes partenaires seront disponibles à partir de les immatriculations, les dépôts de dossiers commencent le 1er septembre 2023. Donc avant le 2 septembre 2023, personne ne peut dire qu'il y a plateforme partenaire, voilà. Ce qui ne va pas simplifier les choix. Donc le portail public va gérer l'annuaire et va s'appuyer donc sur le SIRET pour l'identification. C'est lui qui transmet in fine les données de TVA d'e-reporting flux 1 à la DGFI. Il va permettre le service minimum en envoi et réception et il va permettre la gestion des statuts minimums qu'on va voir tout à l'heure. Les plateformes partenaires, on le verra peut-être un petit peu plus dans le détail, mais elles vont pouvoir assurer le dépôt des factures et la réception des factures au même titre que le portail public. Donc, à la question qui est posée, hein, pourquoi prendre une plateforme partenaire qui, je pense que vous l'avez compris, aura un coût, ou la plateforme publique qui est gratuite, ben c'est tout simplement parce que le pari est fait qu'elles offriront nettement plus de services que peut proposer la plateforme publique. Je, je vais, j'allais dire, jeter une bouée à l'eau, hein, mais je me dis que si je reçois mes factures fournisseurs sur un portail, pourquoi pas envisager la précomptabilisation, un circuit de validation dans mon entreprise, des préventilations analytiques, y adjoindre le bon de commande d'origine. Donc c'est tous ces services-là et ce sera aux acteurs de plateformes partenaires d'imaginer quels services sont attendus par les clients. Donc c'est vraiment l'usage qui fera la différence. Les opérateurs de dématérialisation, il y avait une petite question. On l'a dit, ils vont assurer du dépôt de masse. Ils ne pourront pas modifier le flux. Ils ne peuvent pas interroger l'annuaire, donc ils déposent à l'aveugle sur la plateforme, sur le portail public. Et elles ne pourront pas échanger directement avec une autre PDP, sauf à avoir un accord, mais c'est un peu compliqué. Ils sont en train de voir ce qu'il en est, mais tout du moins pas sur la plateforme réceptrice du flux. Il y a un autre acteur très très important, et le système ne fonctionnera pas s'ils ne sont pas intégrés ou s'ils ne participent pas au sujet, sont les éditeurs. Alors j'ai mis les éditeurs de logiciels de facturation, de RP,
faut bien comprendre que le système n'acceptera que des choses conformes, des formats lisibles par tout le monde. Donc, qui est le plus à même de générer ces formats? Je pense que ce sont les éditeurs. Les plateformes de dématérialisation auront la possibilité d'accepter en entrée des choses pas géniales et de les transformer. Ce qui, au niveau légal, impose un certain nombre de problèmes, notamment pour savoir quelle est la facture d'origine. Est-ce que c'est celle qui est partie de l'émetteur mais qui n'était pas valable ou celle qui a été entre guillemets redressée par la plateforme. Donc, plus la source sera de qualité, mieux le système fonctionnera et moins les opérations seront lourdes et coûteuses pour les uns et pour les autres. Donc, euh, vos fournisseurs de logiciels vont regarder de très près la norme EN 16931, qui est, on va dire, un peu ce qui sera le plus commun en échange et qui correspond au socle le plus courant. Voilà. Donc ne l'oubliez pas, mais c'est pas parce que votre éditeur fera de l'EN 16931, il y aura ce qu'il y a à transporter, le transport sera toujours pas fait et les échanges. Là, c'est le détail de ce que fait une plateforme. Alors, je vous l'ai dit, les plateformes vont pouvoir déposer les demandes d'immatriculation à partir de septembre 2023. On sait déjà qu'il faudra être certifié ISO 27000 pour l'entreprise. L'hébergement, alors ça bouge un tout petit peu de temps en temps, mais ça tend vers du Secnum Cloud, c'est-à-dire globalement, l'Europe souhaite que les données restent en France, voilà. Enfin restent en Europe. Donc forcément hébergés dans des data centers qui répondront à ces normes de façon à protéger les données qui sont quand même un peu importantes de ce côté-là. Et puis ce que dit la loi, c'est que ils pourront, quand je dis ils auront, j'espère, hein, pourra interroger l'annuaire, parce que bien entendu pour distribuer, il faut bien pouvoir consulter un annuaire. On Il faudra aussi assurer la conformité des documents, c'est-à-dire que une plateforme ne pourra pas mettre dans le système une facture non conforme. Éventuellement transformer les formats, puisque on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes émetteur d'une facture, vous choisissez votre format, peut-être que le destinataire il en attend un autre pour des raisons d'intégration dans son système. Donc les plateformes auront ce rôle-là. Dans le cas où il y a un échange de plateforme à plateforme, c'est-à-dire que on va dire globalement, le document ne passerait pas par la plateforme, par le portail, il faudra obligatoirement envoyer le flux d'e-reporting, partager les statuts, et ça on l'a vu, ça va être, vous parliez d'usage, elles devront être très à l'écoute de leurs clients pour leur faciliter la gestion de ces statuts-là, et puis proposer vraisemblablement des options d'archivage des documents originaux. Donc voilà le résumé qui va donner. Alors pareil, hein, alors souvent on met, je sais pas, tu sais, Julie, on met parfois, tu sais, les mentions spéciales, on le met en tout petit caractère. Je vous ai mis en bas ces informations qu'on avait disponibles au 11 mars. Elles n'ont pas été beaucoup modifiées cette semaine. C'est pas encore tout fixé. On va prendre un exemple qui est très qui va vous parler. Je vous ai dit qu'une plateforme de dématérialisation pourra transformer une facture et à ce moment-là pourrait être considéré comme détenteur de l'original. Donc la question se pose, qui signe la facture électroniquement, qui garantit l'intégrité et l'origine de la facture. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des délégations de signature, ce qui n'est pas forcément une habitude aujourd'hui de déléguer la signature. Donc vous voyez, ça c'est en cours de négociation. L'archivage par le portail public de facturation, c'est en cours. Ça dépend de la saison. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Ça n'a pas été abordé mardi dernier. Donc il y a encore quelques points. Donc pour l'instant, vous affolez pas, ça va se stabiliser.
Les grands principes sont là. Après, c'est une question de répartition des rôles de chacun. Bon, les formats, on va juste sur ce slide, on va passer très très vite. J'ai vu une question tout à l'heure, Julie. Mhm. C'était à quoi ça ressemble une facture X? Je vous montre à quoi ça ressemble. J'en profite. Hein. Eh ben une facture X, vous voyez, pour l'œil humain, ça ressemble à peut-être ce que vous faites. Voilà. Et puis pour la machine, et c'est le même document, vous voyez, c'est un PDF qui a quelques petites particularités. Pour la machine, ça va être un peu différent. Vous allez voir, c'est pas, ça manque un peu de poésie. Hop. Donc on a un visuel pour l'humain et puis un visuel machine, hein, qui n'est pas du tout celui-ci, qui va être celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, bon VAT, je pense que c'est la TVA, hein, je suis même sûr. Voilà à quoi ressemble pour la machine le visuel que vous avez l'habitude de voir. Alors celle-là, je vous le dis, c'est une facturiste qui ne passerait pas. Il manque pas mal de données encore dedans. J'en ai vu En, qui faisait en 20 sachant, pages. Fabrice, que ça, ce sont les logiciels de facturation, donc vos gestions commerciales, vos ERP, qui vont devoir sortir ce type d'informations. Ce serait pas mal. Mais pour être clair, ce serait pas mal. Parce que vous imaginez si les plateformes doivent lire tout ce qui est là et le retranscrire dans une syntaxe ici. Euh, je pense qu'il vaut mieux que ce soit à la source. Voilà. Donc Donc d'habitude, on la montre pas. on peut se dire que dans les 2 années à venir, il va y avoir des mises à jour de logiciels à faire. C'est très bien pensé, ça, Julie. Tout à fait. Merci, Oui, merci, j'apprécie tout à fait. la remarque. Et on peut même dire qu'il y en aura probablement plusieurs parce que les normes, au fur et à mesure, pour qu'elles deviennent de plus en plus, on va dire, universelles, et ben, elles s'enrichissent au fur et à mesure. Voilà. Ça, ça fait un petit peu mal à la tête, ce format-là. C'est l'ensemble des formats. Vous voyez, je vous ai mis en vert, n'y voyez de ma part aucune incitation. Ce sera plutôt ce format-là à minimum qu'il faudra viser, puisqu'il va permettre de traiter la majorité des cas d'usage. Même si cela au démarrage basique et basique WL, et encore que le WL, je crois qu'il ne passera même pas. J'allais dire, visez à minimum celui-ci, vous serez beaucoup plus tranquille. 30 données obligatoires. Alors, une trentaine. Hein. Alors, rassurez-vous, hein, la partie gauche est peut-être pas très lisible sur les écrans, mais on vous a mis les liens pour les récupérer. Ça, c'est de toute manière, globalement, la majorité des données, rien de particulier. Hein. Il y en a plein qu'on connaît déjà. La date d'émission de facture, le montant de taxes à payer. Bon, ça, c'est pas très très surprenant. Quelques petites choses apparaissent. Je vous ai un peu isolé des choses un petit peu qui sont un peu différentes. Numéro unique de facture. Il n'y aura pas deux factures en France qui auront le même numéro. Bon, c'est assez simple. En fait, votre numéro de facture, il va intégrer votre numéro de sirène ou sirette, plus votre incrémentation, ça fera un numéro unique. Mais vous avez bien compris que l'État, comme il reçoit facture par facture les TVA qui vont être reversées et celles qui vont être récupérées, il va être sûr qu'il n'y ait qu'une seule facture qui soit concernée. On a une notion de facture rectifiée. Vous savez, c'est cette espèce d'usage qu'on a, qu'on ne devrait pas faire, mais qu'on fait tous. J'envoie une facture, mon client m'appelle 3 jours après, me dit ouh là là, c'est pas le bon libellé, c'est pas la bonne adresse de livraison, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez me refaire la facture? Bon, je pense que ceux qui ne l'ont jamais fait lèvent le doigt. Bon, vous allez dans votre logiciel, vous modifiez et vous renvoyez. C'est le même numéro. Donc,
ça a été pris en compte, cet usage, on pourra rectifier les factures. Donc, vous voyez là, la réforme permet aussi d'adapter certains usages. Pour rebondir sur la question tout à l'heure, pour la TVA sur les encaissements, c'est la catégorie de l'opération qui devra être portée par la facture qui aussi préparera l'État à savoir si c'est une facture qui est soumise à ce régime ou pas, puisqu'on devra mettre la catégorie livraison de biens, prestation de services ou du mixte. Certains émettent l'hypothèse que le régime de TVA sur les encaissements va peut-être vivre ces derniers moments. J'ai aucun avis dessus. Mais vous voyez, vous devrez mettre la catégorie de l'opération et puis ça peut être une mention si c'est une facture d'auto-liquidation ou des choses comme ça. Donc, on a 24 données en phase de démarrage et en cible, il y a 8 données supplémentaires. Et là, vous voyez, dans les 8 données supplémentaires, on peut se poser quand même bien des questions parce que commence à y avoir des choses qui sont à la ligne, dénomination précise du bien livré ou des choses comme ça. Ça, c'est pour 2026. Vous voyez, il commence à y avoir pas mal de données de lignes, alors que là, on était plutôt sur des données d'entête et de pied de page. Rapidement, parce qu'on va vouloir prendre des questions. Les avantages de la réforme, réduction des coûts de traitement, ça c'est indéniable, même si il y a des opérateurs de NEMAT, même s'il y a des plateformes, les coûts de traitement vont forcément se réduire tout au long de la chaîne. Bon, réduction de la charge administrative, hein, dès lors que ça s'auto-remplit et que c'est juste, et on le voit pour la DSN, hein, peut-être que quelques-uns ont des mauvais souvenirs ou encore des problèmes de DSN pour diverses raisons, mais dans la majorité des cas, ça a quand même nettement simplifié les traitements administratifs. Automatisation et rationalisation des processus de facturation. Combien de fois on en voit Julie a déjà pas mal de clients utilisateurs qui font de la facture électronique avec la plateforme Edenok. Combien de fois on envoie une facture à une adresse qui, dans le meilleur des cas, est pas du tout bonne, c'est-à-dire qu'au moins vous avez l'information que ça n'a pas été distribué. Mais peut-être le pire, c'est qu'elle est valide, mais que c'est pas la bonne personne. Combien de fois une facture qui a été distribuée de cette façon-là, on vous dit, je l'ai pas reçue. Là, c'est simple. On s'exonère complètement de cette partie-là. Les changements de personnel, les changements, c'est extrêmement simplifié. Donc, ça va vraiment rationaliser ce processus-là. Vous allez pouvoir suivre, si tout le monde joue le jeu, mais je pense qu'il y aura des incitations pour que tout le monde joue le jeu, vous allez pouvoir suivre en temps réel les processus de facturation. Et puis, je pense que ça va fortement améliorer la relation commerciale parce que si vous avez une facture en litige, elle sera traitée le plus tôt possible. Ce que je te propose, Julie, c'est prendre les dernières questions. Oui. J'en ai une notamment sur par rapport au format qui va être du coup généralisé sur les factures. Est-ce que ça va faciliter l'intégration dans les ERP au niveau des achats et au niveau des logiciels comptables? Alors, À ton avis? si on ne fait pas, c'est qu'on est des abrutis. Voilà, pour être clair. C'est qu'on a vraiment décidé de se compliquer la vie. Aujourd'hui, intégrer une facture fournisseur dans sa comptabilité, qu'on soit, j'allais dire, la partie la plus aléatoire et qui marche finalement, qui est la plus délicate à mettre en œuvre ou la plus sujet à erreur, c'est la reconnaissance de caractère par les OCR et les LADRAD. Là, on n'en a plus besoin. Vous avez vu que ma facture, je vous rappelle que j'ai la partie visible que vous allez pouvoir vous contrôler et la partie data que la machine elle va savoir lire. Donc, si on ne profite pas de cette opportunité pour automatiser ces processus sans valeur ajoutée, c'est que vraiment on a beaucoup d'argent à gaspiller. Donc, pour moi, oui, ça va effectivement beaucoup, va énormément simplifier l'intégration
Et ce sera sans doute un des enjeux d'un des acteurs dont on parlait, les éditeurs, qui vont se concentrer sur cette intégration-là. Ça peut être aussi les plateformes de dématérialisation partenaires qui proposent de l'intégration dans les logiciels, d'envoyer des fichiers complètement intégrables. D'autres questions, Julie? Euh, j'ai oui une question sur les plateformes actuelles comme EDDoc par exemple. Qu'est-ce qu'on va devenir en fait? Ben, moi, avec mes collègues, là, alors, pour les plus anciens, on va prendre notre retraite. Et non, non, qu'est-ce qu'on va devenir? On va On se va mettre devenir, on sera soit opérateur de dématérialisation, soit, plateforme et c'est des pour être clair, ce qui est visé par le groupe, plateforme de dématérialisation partenaire. voilà, donc là, c'est chaque Voilà. solution qui va faire son choix en fait. Voilà, il n'y a pas de raison que des acteurs comme nous, qui avons déjà une forte distribution de factures électroniques respectant parfaitement les obligations légales et fiscales, on ne se positionne pas sur ce marché-là en amenant du service. Oui, je vais essayer de vous mettre à disposition le format de la facture que je vous ai montré. Je vais essayer de la déposer presque en direct. Voilà. En sachant que ça n'est pas le format final, hein, attention, Définitif. Non, ça reste un ça donne exemple. une idée. Voilà, tout Voilà. à fait. Non, oui, parce qu'on prenne Euh, pas non plus. Voilà, faut faire attention. alors, je Après, regarde. Oui. ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Je regarde la liste, mais je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas sur les questions, parce que Alors, on, il il y a, il y a une comment dire, une remarque sur les OD qui pourront faire des transformations de fichiers. Euh, euh, on nous dit que c'est qu'a priori pourront les faire. Il y a un vrai débat dessus. Euh, je préfère échanger hors micro sur cette partie-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Euh, la loi le permet, mais je pense que c'est quasi impossible. Mais bon, après, c'est à voir de ce côté-là, c'est vraiment un échange un peu particulier. Est-ce que je regarde rapidement autre chose. Alors, si, il y a une question, c'est oui, toujours sur le cas du B2B à l'international, seules les factures de service, oui, tout simple, sont concernées, pas les factures de biens, puisque les factures de biens ont déjà été déclarées. Donc on va dire que ce que disent les impôts, c'est dites-le nous une fois. Je reprends entre guillemets le discours dessus. Si vous nous l'avez dit une fois, ce sera pas la peine de nous le redire. Donc ça concerne essentiellement, ça concerne les factures de services qui sont quand même nombreuses. Et là, c'est effectivement le lieu de consommation qui déclenchera la TVA. Je crois que on a à peu près fait le tour. oui, je pense, ouais. Juste, je voudrais ajouter une précision. Alors, je l'ai mis dans le chat. On a mis à disposition le support de la présentation du webinaire que vous pouvez télécharger dès à présent dans l'onglet Documents à distribuer. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit retour pour me dire si vous le trouvez, si vous avez réussi à le récupérer? Et pour, tu voulais montrer autre chose, Fabrice? Non, je suis en train de chercher où j'ai stocké. Non, non, continue. Sois Ok. Et décontracté. Je suis en après, train de chercher où j'ai stocké le Factorix. Voilà. ah oui, tu voulais la mettre aussi à Pour la disposition. mettre en stock. Je vais l'enregistrer là, comme ça, ce sera. Je te laisse continuer le temps que je fasse ça. J'en ai pour une seconde. Voilà, et je vais Oui, la je rajouter. voulais enchaîner sur nos futurs webinaires du coup, mais j'ai besoin de la slide, donc Ça y est, je te la propose. Voilà. Tout ce qui est là, hein, vous allez le retrouver dans le PDF. Avant que Julie n'enchaîne sur nos prochains rendez-vous, faut s'y mettre dès maintenant. Voilà,
faut commencer à y penser dès maintenant. Et on fera sans doute des webinaires sur des choses concrètes à quoi il faut penser dans son organisation pour mettre en place cette réforme-là. Ok, du coup, évidemment, aujourd'hui, comme on le disait en début de webinaire, on a parlé vraiment de ce qui va se passer en général. Vous avez compris que certains contours sont pas encore tout à fait bien nets. Nous, derrière, on organise des webinaires, mais plutôt orientés produits. Donc, on va vraiment parler de notre plateforme DDoc. Comme je le disais au début de webinaire, on fait aussi de la facture fournisseur. Donc, vous avez le lien, hein, c'est un webinaire organisé le 12 avril prochain. On fait également forcément de la facture client qui sera organisée le 14 avril. Et puis le 5 mai, sur l'automatisation des relances clients grâce aussi à notre solution e-relance. Sachez que tous ces webinaires, tous ces liens, vous pouvez aussi, et d'autres bien sûr, les retrouver sur notre site ivlm.fr. Donc n'hésitez pas à vous connecter et puis à vous inscrire. Évidemment, c'est toujours avec plaisir que l'on vous accueille à ce type de manifestation. Voilà, et puis pour moi, j'ai terminé midi 9. On a un peu débordé. Oui, on est un petit peu bavard. Il y a beaucoup d'informations, plus que ce qu'on a pu lire dans le support. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous ai mis, j'allais dire entre guillemets, nos sources d'inspiration. Vous avez ici des liens et n'hésitez pas à consulter et notamment sur par exemple, les notes de frais qui vont probablement faire l'état d'un traitement dans les semaines à venir. Vous avez une foire aux questions de la DGFiP qui est particulièrement mise à jour et bien faite. Et vous pouvez avoir pas mal d'informations dessus. Je vous remercie, enfin, on vous remercie d'avoir participé et de façon très active aussi par vos questions. Et puis, très bientôt, soit en direct pour des précisions, soit lors de prochaines présentations en fonction des évolutions. Merci beaucoup. À bientôt et bonne journée. Au N'hésitez revoir. pas, juste pour finir, j'ai Oui, mis l'exemple de facture en téléchargement, donc je vais laisser un petit peu ouvert pour les gens qui voudraient la récupérer. Elle est à côté du support. super. Merci Fabrice. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.